Merci beaucoup, merci à tous. Je vais partir d'un angle assez différent de celui de Christian, mais avec le même caveat initial, qui est que je ne parle que pour moi-même, et certainement pas pour les institutions auxquelles j'ai pu appartenir ou auxquelles j'appartiens. Surtout l'école des chartes. C'est vrai que l'école des chartes est assez loin des questions d'espace et de dissuasion, dont je vais vous entretenir ce soir. Ce que je vais faire en bon français, je dirais, c'est d'essayer de déconstruire méthodiquement le titre même du colloque. Parce que, à bien des égards, l'espace n'est précisément pas un nouvel espace stratégique. Et en particulier, quand on s'interroge sur les relations entre l'espace et la dissuasion, il y a, je dirais, de l'espace dans la stratégie nucléaire et dans la stratégie de dissuasion en général depuis le début de l'ère nucléaire. Et l'ère nucléaire commence en même temps que l'ère de la dissuasion, évidemment, et, enfin non, ça c'est pas exact d'ailleurs, mais en même temps que l'ère spatiale en tout cas. On peut faire une conjonction assez directe de ces deux éléments-là, et ce que je vais essayer de faire avec vous rapidement, c'est d'essayer de voir comment cette relation entre espace et dissuasion a évolué dans le temps, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui à partir de quelques exemples concrets, pris en particulier dans certaines régions qui ont été évoquées par Christian. Comme là aussi je suis un bon français, je vais le faire en 3 parties. Et donc je vais commencer, en tout cas en sciences sociales, et donc je vais commencer par faire quelques rappels qui ont déjà été évoqués la semaine dernière dans la conférence, et pour essayer de recadrer les choses sur finalement pourquoi est-ce que l'espace a toujours été un enjeu stratégique pour les États. Eh bien pour 3 raisons fondamentales qui sont toujours les mêmes et sur lesquelles je vais passer rapidement. D'abord parce que l'espace c'est un enjeu militaire stratégique majeur, et pour 3 raisons. Qui ont été évoqués, mais ça vaut le coup de recadrer les choses. L'espace est un enjeu militaire depuis les débuts de l'ère spatiale et de l'ère nucléaire, parce que d'abord, l'espace est un objet de transit d'objets. Et c'est presque par ça qu'on commence, c'est même pas presque, d'ailleurs c'est par ça qu'on commence. Le missile balistique, comme l'a dit Christian, il passe par l'espace. Et donc le premier usage militaire de l'espace, c'est celui d'être un espace de transit pour les charges utiles des missiles, en particulier, ça peut être des V2 ou plus tard de tous les missiles balistiques, et en particulier nucléaires. Première chose. Et d'ailleurs, le traité de 67, ça a été dit la semaine dernière, n'a jamais interdit, et à dessein, le transit d'objets militaires dans l'espace. Premier enjeu stratégique majeur de l'espace militaire. Deuxième, l'espace est un espace de placement d'objets militaires dans l'espace. Là aussi, ça a été dit, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aujourd'hui, l'emploi dans toutes les opérations militaires contemporaines des capacités spatiales, c'est-à-dire des satellites, est majeur, mais finalement, il faudrait faire une histoire fine, dont Isabelle est plus spécialiste que moi, mais il y a quand même un emploi militaire de l'espace en tant que zone de placement d'objets qui est là aussi très ancienne. Donc là non plus, ça n'est pas un élément nouveau. Et troisièmement, l'espace peut être un endroit, une zone, un lieu, un domaine de placement d'armes dans l'espace. Et donc là, on parle d'arsenalisation ou de weaponization. Et il faut toujours bien différencier ces 3 grands éléments quand on parle d'enjeux stratégiques militaires pour l'espace. Et un espace qui veut peser sur la scène internationale vraiment réellement, qui veut avoir vraiment une autonomie militaire, il faudra d'une façon ou d'une autre qu'il maîtrise ou les 3, ou 2, ou au moins une, mais la plus souvent les 3 de ces enjeux et de ces utilisations militaires de l'espace. Ce qui nous ramène à la présentation de Christian, c'est que si on veut vraiment être totalement autonome et indépendant militairement, en termes d'indépendance stratégique, il faut aller jusqu'à la capacité autonome d'accès à l'espace et donc aux besoins de développement de ces capacités. Mais aujourd'hui, comme hier, fondamentalement, ça peut rentrer dans la catégorie de ce que les militaires américains appellent les enablers, c'est-à-dire c'est des capacités qui rendent les autres capacités plus efficaces et plus utiles que les autres. Et finalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, ça devient simplement de plus en plus central. Cet enabler-là, dans les capacités militaires des États, devient simplement de plus en plus central. Et avec cet usage croissant militaire de l'espace, évidemment, va une vulnérabilité croissante des grandes organisations militaires contemporaines aux menaces qui pèsent sur l'espace, et en particulier tout ce qu'on appelle les actions contre-spatiales. Donc, premier enjeu. Deuxième enjeu, et là je vais passer très rapidement, mais c'est juste pour le garder en tête, l'espace
civil est un enjeu stratégique majeur pour la puissance des États. La notion de puissance s'applique à l'espace dans le domaine militaire, c'est évident depuis les débuts de l'ère spatiale et nucléaire, mais évidemment la notion de puissance s'applique dans l'espace civil. Et là aussi, je passe rapidement, mais on voit très bien que l'utilisation de l'espace pour nos sociétés contemporaines, ça a été dit et redit la semaine dernière, est un élément absolument majeur de la logique de puissance. Et donc aujourd'hui, l'espace est un enjeu de la compétition interétatique mondiale de puissance militaire et civile. Et donc on a une double dépendance qui est en train de croître depuis quelques années. Je vais revenir sur les grandes étapes. Mais cette double dépendance, c'est une dépendance croissante des sociétés dans leur ensemble et des États dans leur ensemble aux capacités spatiales, et une dépendance croissante des organisations militaires pour la conduite de leurs opérations de façon effective et efficace à l'espace militaire. Et c'est cette double dépendance croissante qui crée des vulnérabilités particulières et qui finalement ne transforme pas l'enjeu stratégique qu'est le spatial pour nos sociétés ou pour nos organisations militaires, qui le rend tout simplement beaucoup plus aigu et beaucoup plus présent et beaucoup plus central dans nos politiques de défense. Et pourquoi tout ça? Parce que là aussi, une fois qu'on a défini que c'était un enjeu majeur, stratégique, militaire, civil, ça peut très bien être un enjeu majeur et ne pas constituer une vulnérabilité, une faiblesse, une menace, un risque, s'il ne peut rien se passer, si rien ne peut arriver à nos capacités spatiales. Et là aussi, eh bien, ça n'est malheureusement pas le cas, et avec dépendance va vulnérabilité, et il y a vulnérabilité parce qu'il y a des menaces qui pèsent sur nos capacités spatiales. Mais là aussi, il n'y a rien de neuf. L'histoire des programmes ASAT, des programmes antisatellitaires ou contre-spatiaux, est finalement à peu près aussi longue que l'histoire des missiles balistiques. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous avez une imagination dans nos grandes organisations militaires contemporaines depuis 1945 sur le type de capacité ASAT qui est à peu près aussi infinie que dans le domaine nucléaire. D'ailleurs, au passage, tout ça commence par des ASAT nucléaires. Les premiers grands essais de capacité contre-spatiale sont des missiles balistiques à charge nucléaire qui explosent dans l'espace exo-atmosphérique dans l'idée, par l'utilisation des rayonnements de l'impulsion électromagnétique, de détruire tous les réseaux électriques des satellites. À tel point que si vous voulez être un geek complet, vous pouvez sur Internet, sur YouTube, regarder le film de l'explosion de Starfish Prime en 1962, qui est une merveilleuse expérience américaine en plein cœur de la crise de Cuba, par laquelle les Américains à la fois font exploser une charge mégatonique dans l'espace exo-atmosphérique qui casse une bonne partie des satellites et la totalité du réseau électrique d'Hawaï, ce qui explique pourquoi ces éléments-là ont été progressivement remplacés par des ASAT cinétiques, c'est-à-dire par des choses plus sobres que sont les missiles à charge conventionnelle ou simplement à énergie cinétique. Mais l'imagination continue à se développer et aujourd'hui, ça a été dit la dernière fois, il y a bien d'autres menaces que cette simple destruction directe. Et on parle de brouillage, de capacité cyber, d'aveuglement par laser. Et donc aujourd'hui, finalement, on est en face de capacités contre-spatiales diverses et variées qui font que la menace est plus grande qu'elle ne l'était hier, mais il n'y a pas de changement de nature. Les capacités spatiales ont toujours été à risque des grandes puissances et des grands États. Il se trouve simplement qu'aujourd'hui, la logique spatiale, la puissance spatiale et la puissance d'accès aux capacités contre-spatiales étant plus diffuses et plus larges, eh bien, les menaces sont plus grandes, alors que par ailleurs, les vulnérabilités de sociétés et d'organisations militaires plus dépendantes sont aussi plus grandes. Et puis, pour être vraiment complet, ça a été dit aussi la dernière fois, mais c'est un des enjeux majeurs stratégiques contemporains, il y a des choses qui peuvent atteindre nos capacités spatiales qui ne sont pas volontaires, et que sont évidemment toute la question des débris et de la météo spatiale. Donc toute une série d'actions involontaires de l'homme ou de la nature qui peuvent venir contrer nos capacités spatiales et ou poser problème à la conduite de nos opérations militaires ou poser problème à l'organisation même de nos sociétés, alors même qu'on pourrait ne pas savoir exactement d'où vient la menace, ça a été dit aussi. Ça c'est juste pour, je dirais, présenter l'élément général, et il n'y a pas dans tout ce que je vous ai dit là de choses qui sont radicalement nouvelles aujourd'hui. Ce qui est radicalement nouveau, c'est l'échelle de dépendance au spatial. Et quand on franchit une étape, deuxième point, et qu'on essaye donc du coup de poser la question que je vous ai posée initialement, c'est-à-dire quels sont les rapports entre l'espace et la dissuasion, je crois qu'il faut différencier trois grandes périodes dans notre histoire. Ça aussi c'est assez classique. La première période, c'est finalement une période de couplage à peu près complet
entre espace et dissuasion. Je dis à peu près parce que, évidemment, il faudrait rentrer dans le détail, mais pendant toute la période de la guerre froide, finalement, entre 1957 et 1991, vous avez un vrai couplage entre l'espace, les capacités contre-spatiales et la dissuasion au sens même nucléaire du terme. La course à l'espace, elle est parallèle de la première course aux armements nucléaires. C'est pas un hasard, si ça a été dit aussi, Kennedy, dans son grand discours sur l'accès à l'espace, est directement le fruit, l'enfant de la crainte stratégique américaine de la campagne d'élection présidentielle américaine à la fin des années 50, du Missile Gap, et donc c'est totalement et entièrement lié à la crainte américaine d'une asymétrie nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Et donc, dès le début, la conquête spatiale est liée à la question des équilibres stratégiques nucléaires entre grandes puissances. Ce que je vous ai dit aussi, c'est que les premiers grands programmes d'Assad sont lancés, là aussi, en plein cœur de la première grande course aux armements nucléaires des années 60, à partir des Assad nucléaires et puis des Assad cinétiques dans les années 70. Et tout ça se fait à un moment de pic de la guerre froide et de la course aux armements nucléaires. Donc il y a un vrai lien. Et d'ailleurs, les premiers efforts de régulation spatiale interviennent là aussi en parallèle des premières grandes évolutions de la régulation de l'armement nucléaire. Ce n'est pas non plus un hasard si le traité de 67 sur les utilisations pacifiques de l'espace exo-atmosphérique intervient à un moment qui court précisément de 67 à 72, dans lequel on voit la mise en place de tous les grands instruments de régulation des questions stratégiques nucléaires contemporaines, c'est-à-dire le traité de 67 sur l'espace, le traité de 68 sur la non-prolifération, le TNP, et puis les grands accords bilatéraux américano-soviétiques de 72. Et donc je pousse la logique un peu à son extrême, mais il y a quand même vraiment un couplage dans les réflexions, et je reviendrai tout à l'heure en termes doctrinal, entre les capacités spatiales et les capacités nucléaires. Le deuxième temps de cette relation entre espace et dissuasion, je le situerai dans une période qui va, là aussi, tous ces découpages, j'ai fait assez d'histoire dans ma vie pour savoir que tous ces découpages sont totalement artificiels, mais je les utilise quand même. Et donc, je dirais qu'entre 1991 et 2007, on peut dire qu'on est dans un monde qui change radicalement et où, pour là encore être schématique, on a une forme de découplage de capacités spatiales, d'autonomisation du spatial militaire en particulier par rapport aux grandes questions nucléaires de l'après-guerre froide. Et pourquoi ? Bien tout simplement parce que d'abord les usages civils des satellites et des capacités spatiales se multiplient, et puis surtout parce que l'espace est un des éléments fondamentaux de la révolution dans les affaires militaires engagée par les Américains à la fin des années 70 et qui court dans toutes les années 80 et qui est un des éléments de la suprématie, même plus que la supériorité, de la suprématie conventionnelle américaine de l'immédiate après-guerre froide qui se trouve concrétisée dans les opérations que les Américains et les Alliés conduisent à partir du début des années 90 dans le Golfe, puis au Kosovo, puis dans toutes les opérations. Et donc toutes les capacités spatiales américaines en particulier sont utilisées pour maximiser l'impact d'une force militaire de frappe en particulier dans la profondeur, mais d'organisation même de l'ensemble du complexe militaire. Et de ce point de vue-là, tout ce qu'on considère aujourd'hui comme évident, l'utilisation de la communication, des communications satellites, de l'espace sous l'angle du renseignement, qu'il soit optique, électromagnétique ou quoi que ce soit, tous ces instruments-là sont nés de cette révolution dans les affaires militaires et d'une forme d'autonomisation des enjeux militaires spatiaux par rapport aux questions nucléaires et stratégiques, tout simplement comme enabler, pour revenir à ce terme-là, des opérations conventionnelles classiques. Et puis à partir de 2007, et là les spécialistes me contesteront à juste titre, à partir de 2007, on est dans une logique ou en tout cas dans l'opinion publique, ou dans l'opinion éclairée, je dirais, on change parce que le tir d'Assad chinois du 11 janvier 2007 est un peu une sorte de traumatisme collectif, en particulier aux États-Unis, mais ailleurs aussi. Et là, il faut faire une différence. Évidemment, les experts, les agences de renseignement, les experts du spatial savaient parfaitement que les capacités spatiales militaires ou civiles américaines ou occidentales étaient à risque de capacité Assad, encore une fois parce que les premiers tests d'Assad datent des années 60 et 70. Mais il se trouve qu'on avait un peu collectivement oublié, à partir du début des années 90, que notre dépendance accrue au spatial militaire s'accompagnait d'une vulnérabilité accrue aux capacités Assad. Et donc, ce qui s'est produit, c'est qu'en particulier aux États-Unis,
la classe politique américaine, le Congrès, les think tanks, se sont saisis de ces questions-là, des questions de sécurité spatiale, de façon tout à fait renouvelée. Et depuis cette époque-là, on n'a pas un nouveau couplage, je vais revenir sur ces questions-là, mais une nouvelle approche des rapports entre espace et dissuasion qui ne sont plus ceux de la période de la suprématie militaire conventionnelle américaine absolue et qui ne sont pas non plus ceux du couplage entre nucléaire et spatial de la guerre froide. Et l'un des points d'application de ces nouveaux problèmes que pose l'espace, et en particulier l'espace militaire, à la puissance militaire américaine ou occidentale, évidemment s'applique en Asie-Pacifique, avec un concept développé par les militaires américains qui s'appelle A2AD, Anti-Access Area Denial, dans lequel les capacités spatiales, et en particulier les capacités contre-spatiales, comme les capacités offensives cyber, sont intégrées dans un ensemble de capacités militaires destinées à garantir la supériorité locale conventionnelle d'une puissance qui voudrait créer un fait accompli dans une zone particulière. Et les militaires américains ont commencé à réfléchir à ces affaires-là à partir des scénarios de conflit local entre la Chine et les États-Unis dans certaines régions, dans certaines sous-régions de la région Asie-Pacifique. Et finalement, alors il y a une littérature extrêmement abondante dans les think tanks américains. Ce que les Américains qualifient, c'est que le message finalement est assez clair. Si un conflit devait venir à éclater, eh bien des pays, en particulier en l'occurrence la Chine, auraient la possibilité de supprimer rapidement une partie des capacités spatiales américaines et donc une partie clé de la supériorité militaire conventionnelle américaine. Ça ne veut pas dire que l'équilibre global des forces serait dramatiquement changé, mais dans l'équilibre local appliqué à un point de l'espace très spécifique dans un conflit localisé, eh bien, la capacité contre-spatiale devient un enjeu majeur parce qu'il devient un enjeu de création d'un fait accompli rapide à l'abri de cette capacité-là et d'une supériorité conventionnelle qui est temporaire, mais qui peut suffire à créer un fait accompli. Et donc, dans cette prise de conscience, finalement, la question de la dissuasion revient, mais sous un angle très différent. Et cette question devient non pas comment est-ce que l'espace est lié à la dissuasion nucléaire, mais comment est-ce qu'on peut dissuader des attaques spatiales contre des capacités clés pour la crédibilité et l'efficacité de nos opérations contemporaines. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais conclure en troisième partie, puisque finalement, on voit bien qu'il y a une différence entre espace et dissuasion d'un côté, et les mots ont un sens, et dissuasion spatiale de l'autre. Et on est aujourd'hui dans un moment où la question qui se pose n'est plus celle de la relation entre la dissuasion nucléaire et l'espace, mais est celle de la notion même de dissuasion spatiale. Est-ce qu'on peut envisager une dissuasion spatiale? La réponse à cette question-là, pendant la guerre froide, elle a été assez claire et elle a été, fondée sur un principe qui est celui de la retenue. Il y a une forme de dissuasion spatiale pendant la guerre froide. C'est un fait. Et pourquoi c'est un fait? Parce que d'abord, il n'y a pas eu d'attaque majeure contre les systèmes spatiaux d'aucun adversaire dans aucun conflit pendant 50 ans. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas eu de déploiement opérationnel de systèmes contre-spatiaux pendant la guerre froide. Et donc, il y a une double retenue, à la fois militaire dans la conduite des conflits, et dans le déploiement même des capacités. Ce qui montre qu'on a, de toute évidence, atteint une forme d'équilibre de la dissuasion spatiale pendant la guerre froide, mais qui n'est pas fondée sur les prémices de la dissuasion nucléaire classique. La dissuasion nucléaire classique, vous déployez opérationnellement des capacités nucléaires pour dissuader votre adversaire de s'en prendre à vos intérêts vitaux ou, dans certaines doctrines, à vos propres capacités nucléaires. Et donc là, finalement, on est en face d'une situation où il y a eu une absence d'attaque, une dissuasion des attaques contre-spatiales de l'adversaire, sans même le déploiement de capacités contre-spatiales nationales. Et donc on a une forme de dissuasion sans capacité, ce qui est une originalité particulière de ce domaine-là. Et il y a pas mal d'explications à cet état de fait stratégique, mais la principale, et pour aller vite, c'est précisément cette question de couplage. C'est que chacun savait, en particulier les Américains et les Soviétiques savaient très bien, que s'en prendre aux capacités spatiales de l'adversaire, c'était déjà déclencher le conflit nucléaire. Il y a un tel couplage dans un certain nombre de domaines, en particulier dans le domaine de l'alerte avancée ou dans certains domaines du commandement et du contrôle, entre les questions spatiales et les questions nucléaires, que commencer la bataille par l'espace, c'est prendre le risque de l'escalade et du conflit qui va aux extrêmes nucléaires trop rapidement et qui donc est trop dangereuse. Et il y a d'autres éléments, mais je pense que cet élément-là
est assez fondamentale pour expliquer comment, pendant la guerre froide, on aboutit à une forme de dissuasion spatiale sans capacité contre-spatiale déployée opérationnellement, simplement par cette notion qu'on est vulnérable, on est réciproquement trop vulnérable à des attaques de l'adversaire, sans avoir besoin nécessairement de déployer des capacités. Et puis il y a ce que disait Christian, et je reviens là-dessus, c'est qu'il y a une dualité tellement utile entre les missiles balistiques et en particulier tous les efforts de défense antimissiles et les capacités contre-spatiales, que finalement il suffit que vous démontriez que vous avez une capacité de rendez-vous spatial, une capacité de défense antimissile ou une capacité de missile balistique et vous avez fait 90% du chemin qui vous amène vers la capacité contre-spatiale. Donc il y a une forme de dissuasion implicite qui existe simplement par le fait de démontrer à l'adversaire qu'on est capable de casser quelque chose dans l'espace, qui transite, qui y stationne ou qui y passe. Aujourd'hui, c'est très différent. Et la dissuasion spatiale, elle marche moins bien. Cette notion-là de dissuasion spatiale marche moins bien, d'abord pour cette raison fondamentale qu'on peut aujourd'hui envisager de casser des capacités spatiales sans déclencher une guerre nucléaire, pour dire les choses très trivialement. Et tout ça va avec la multiplication du nombre d'États qui ont des capacités spatiales et qui ont des capacités contre-spatiales. Parce qu'on pourrait continuer la présentation de Christian pour montrer que les capacités contre-spatiales se répandent. Elles se répandent moins vite que les capacités d'accès à l'espace, mais elles se répandent quand même, et que la multiplication des formes de capacités contre-spatiales, qui ne sont pas simplement des missiles balistiques, mais qui peuvent être des lasers, du brouillage, du cyber, fait que ces capacités sont plus importantes. Et il y a un autre élément qui fait que la situation est très différente aujourd'hui de ce qu'elle n'était il y a 20 ans ou 25 ans, c'est qu'on est dans une situation d'asymétrie militaire. La dépendance militaire au spatial n'est pas du tout la même selon les États que vous considérez. Cette dépendance est extrêmement forte en ce qui concerne les Américains, un petit peu moins forte mais très forte en ce qui concerne les Européens dans leur capacité à conduire efficacement des opérations militaires. Et donc on a une vulnérabilité particulière des Européens et donc dans une logique d'asymétrie, comme dans toute la théorie militaire et la dissuasion nous l'apprend, un adversaire peut utiliser, d'ailleurs doit même utiliser l'asymétrie militaire pour favoriser ses intérêts stratégiques. Et finalement, le scénario auquel il faut réfléchir aujourd'hui, je dirais que c'est moins celui qui est le plus sexy du Pearl Harbor spatial. C'est des expressions qui circulent pas mal dans les think tanks américains, mais plutôt celle de la guerre spatiale limitée, la Limited Space Conflict, qui est finalement quelque chose d'assez proche de ce qui a été les grands débats de la guerre froide sur la guerre nucléaire limitée. Est-ce que c'est possible de faire une guerre nucléaire limitée? Et on retrouve là des concepts, des instruments, en tout cas intellectuels, qui sont finalement pas si éloignés que ça des grands concepts de la dissuasion nucléaire. Est-ce qu'on peut contrôler l'escalade d'un conflit spatial? Est-ce qu'on peut dominer son adversaire par une escalade spatiale? Est-ce qu'on peut vraiment limiter un conflit, ou est-ce que ce conflit, une fois qu'il a commencé dans l'espace, ou une fois qu'il est passé dans l'espace, il devient totalement incontrôlable et il se déroule nécessairement vers une montée aux extrêmes? Et pour ça, aujourd'hui, les travaux les plus intéressants sont précisément les travaux qui regardent l'équilibre des forces et les scénarios de conflits potentiels. Tout ça, c'est des éléments de source ouverte, des think tanks, en Asie-Pacifique, entre la Chine et les États-Unis. Ça ne veut pas dire que ça va se produire, ça veut dire que c'est un bon point d'application pour réfléchir à cette question de la dissuasion spatiale. Et généralement, aujourd'hui, on accuse, en particulier dans les milieux des think tanks américains, Pékin de développer des armes antispatiales pour s'assurer une maîtrise locale et temporaire du théâtre d'opération, le temps de créer un fait accompli. Mais là aussi, on voit très bien que la Chine, comme les autres puissances, comme la Russie, comme les autres, a une dépendance elle-même au spatial qui croît. Et donc, en tendance, la question se pose non seulement de l'état actuel de la dissuasion spatiale, mais de comment ça va évoluer, puisque si tout le monde est dépendant au spatial, plus personne n'a intérêt à venir enclencher la bataille dans l'espace. Et les travaux les plus intéressants ne portent pas sur la question d'une dissuasion du spatial par le spatial, mais parce que les Américains appellent le cross-domain deterrence, c'est-à-dire la dissuasion d'une attaque contre-spatiale par des menaces d'action dans tout autre domaine, quel qu'il soit. Ça pose des problèmes très différents de cette notion de dissuasion interdomaine, précisément de contrôle et de gestion de l'escalade. Mais si on veut réfléchir à ce que peut être une politique de dissuasion spatiale aujourd'hui, c'est un élément intéressant. Ce qu'on constate, simplement factuellement, c'est que les États, en particulier les États-Unis, mais d'une certaine façon les États européens, ont commencé à développer une politique déclaratoire pour prévenir l'adversaire que s'il devait venir s'en prendre aux capacités spatiales américaines ou européennes, eh bien, il rentrerait dans une zone du conflit tout à fait différente et qu'il pourrait venir à toucher des intérêts que nous ne qualifierons pas
explicitement de vitaux, mais que par exemple les Américains appellent vital. Il y a une déclaration d'Obama en 2010 qui dit que le libre emploi de l'espace est vital à ses intérêts nationaux, ce qui donne une idée évidemment du type de message dissuasif qui peut être passé. Il y a plein de débats autour de cette notion de dissuasion cross-domain, interdomaine, mais je dirais que c'est là aujourd'hui, si on voulait vraiment réfléchir à cette relation entre espace et dissuasion, à comment on fait de la dissuasion dans l'espace, c'est sans doute autour de cette notion-là que ces travaux-là seraient les plus intéressants. Ils ont commencé, ça se produit un peu partout en Europe et aux États-Unis, de façon plus avancée aux États-Unis, mais c'est vraiment intéressant. Et puis, dernièrement, et pour conclure, la dissuasion n'a jamais été l'alpha et l'oméga de la sécurité spatiale, ne l'est pas aujourd'hui, ne l'a pas été hier, elle ne le sera pas demain. C'est simplement une question d'équilibre, comme d'habitude en matière de dissuasion, entre trois grands domaines, que sont la régulation par le droit, la compétition et donc la dissuasion en tant que telle, la compétition de force, la compétition de puissance, et puis des politiques de défense spatiale. Et on a un équilibre, d'abord, entre ces trois éléments-là qui a toujours varié dans le domaine nucléaire, qui n'a jamais été exactement le même, et bien de la même façon dans le domaine spatial. Cet équilibre entre régulation par le droit, compétition et dissuasion, c'est-à-dire exercice des rapports de puissance pure et défense, n'est pas le même. Et aujourd'hui, la grande question qui nous est posée, je trouve, quand on réfléchit à la sécurité spatiale, c'est celle de l'équilibre entre ces trois pôles-là. Est-ce qu'il faut plutôt privilégier la régulation par le droit pour assurer la sécurité spatiale? C'était le sujet de la conférence de la semaine dernière. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie industrielle, économique, budgétaire sur des politiques de défense spatiale, qui peuvent être très diverses d'ailleurs. Quand on pense en général dans le grand public à défense spatiale, on pense à blinder des satellites, à les faire très gros, massifs, à les protéger. Il y a une stratégie radicalement différente qui est en ce moment développée par les Américains, qui consiste précisément à désagréger les capacités spatiales, c'est-à-dire à retomber sur un concept américain de dissuasion par déni, où il s'agit de dissuader l'adversaire d'attaquer les capacités, non pas en le menaçant de représailles, mais simplement en lui faisant comprendre que son attaque est vouée à l'échec. Et si vous avez, au lieu d'avoir de très grosses plateformes spatiales, de très gros satellites de plusieurs tonnes, une myriade de microsatellites ou de nanosatellites, eh bien, il devient extrêmement compliqué pour l'adversaire d'avoir une vraie logique contre-spatiale, puisque s'il casse un satellite, eh ben, ce n'est pas très grave, il en restera une dizaine à côté, ou même le pays en question pourra relancer très rapidement et à très faible coût des satellites dans l'espace. Et puis le dernier élément, c'est le concept plus classique français de la dissuasion, c'est la dissuasion par menace de représailles. Et il y a des éléments aujourd'hui dans les politiques de sécurité spatiale de dissuasion par menace de représailles, plutôt cross-domain évidemment que directement contre-spatial. Et le mix, comme en économie on a un policy mix, eh ben, dans les questions stratégiques, on a aussi un policy mix à trouver entre régulation par le droit, compétition et défense. Et c'est sur la place que la dissuasion, la notion, le concept même de dissuasion doit avoir dans nos politiques de défense contemporaines, qu'il y a un vrai champ d'études à développer, à la fois, je trouve, en termes intellectuels, parce que c'est des éléments conceptuels extrêmement intéressants qui se refondent et se reposent sur des concepts développés pendant la guerre froide pour la dissuasion nucléaire, mais qui sont adaptés parce que l'environnement a changé. Il ne s'agit pas de plaquer des choses qui ont été développées il y a 70 ans telles quelles, mais c'est un des grands enjeux contemporains stratégiques, c'est comment protéger nos questions spatiales et dans nos capacités spatiales. Et dans cette grande question sur comment protéger nos capacités spatiales, il y a une sous-question qui est: est-ce qu'on peut imaginer une politique de dissuasion spatiale qui fasse sens et qui soit efficace? Merci beaucoup.